Eh bien, bonsoir. Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire. Je suis Benjamin Néglé, je travaille pour le ministère des Sports et je suis en mission pour la Fédération française de vol en plein air sur du développement sur différentes thématiques. Ce soir, on va parler tout d'abord, merci d'être là. J'espère qu'on va vous intéresser et on va faire tout pour vous intéresser ce soir. Et on va parler ce soir d'hélicoptères et de vol d'essai. Alors, avant de débuter ce webinaire, je vous rappelle quelques règles du jeu. Alors, vous avez vu que je suis un petit peu sur un mode bizarre sur la vidéo, donc vous inquiétez pas, on va essayer de tenir la technique ce soir, mais ça devrait fonctionner. En tout cas, pour les règles du jeu, vous pouvez nous poser des questions, oui, mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas les poser oralement, hein. Vous entendez bien qu'il y a aucun micro qui va fonctionner à part les nôtres, et ceux qui agissent pour ce webinaire. Par contre, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat, pardon. Je sais qu'il y a plusieurs fonctions qui existent pour poser des questions. Il y a le Q et R, mais il faut que vous utilisiez la fonction chat. Ça nous permettra de récupérer vos questions et notamment de les garder en historique pour pouvoir y répondre, même après la fin de ce webinaire. Euh, on va essayer de répondre à ces questions, si on peut le faire. Mais en tous les cas, lorsque le webinaire sera mis en replay, eh bien, on répondra à l'ensemble de vos questions qui ont été posées via le chat. Merci d'utiliser cette fonction et pas une autre. Ce webinaire est bien sûr enregistré, vu qu'il va être en replay. Et donc, vos micros ne sont pas actifs. Ça, c'est pour rappel. On va essayer de tenir sur 1 heure et pas trop déborder. Donc, on est avec vous jusqu'à 19h30. Ça, c'est le plan. Et puis, on va voir si on peut le faire. Voilà, pas trop long, pas trop déborder. Alors, je vous présente mes intervenants de ce soir pour ce webinaire. Et donc, merci à toutes. Alors, j'ai Pauline Granier. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Pauline, vous travaillez à la FFVP sur des domaines de développement, notamment sur le BIA et la jeunesse qui est liée au vol à voile. Et on vous rejoindra tout à l'heure pour présenter la Fédération française de vol en plein air et les dispositifs d'aide pour faire un premier vol autour du BIA. Je reçois aussi nos conseillères d'aérométier. Alors, je vais peut-être fourcher pendant la présentation, hein. Ça a été Air Emploi, mais je sais que vous avez récemment changé de nom et qu'il y a eu un relooking. Donc, en tout cas, bonsoir à Anna Fer et Marie-Laure Heidi. Bonsoir, Benjamin. Elles nous présenteront, comme d'habitude, hein, vous savez qu'on a de l'interaction avec l'invité, et donc elles vont poser quelques questions avec l'invité de ce soir, mais aussi elles vous représenteront et elles replaceront le métier de l'invité et les métiers connexes dans les deux gros domaines qui sont liés à l'aéronautique, que ce soit l'industrie, donc les producteurs et concepteurs d'aéronefs, comme le transport, ceux qui utilisent ces aéronefs. Euh, donc, ben, je passe directement à l'invité de ce soir, c'est Anne Ducarouche. Bonsoir Anne. Bonsoir. Alors Anne, vous travaillez chez Airbus Hélicoptère. N'hésitez pas à me reprendre si je fais une erreur dans la description. Vous êtes ingénieur d'essai en vol et vous participez au développement du remplaçant du SA-365 dit Dauphin. Alors quel est le nom du petit nouveau et son nom de baptême actuel? Alors, c'est l'appareil dont vous parlez, c'est le H160. C'est un de nos derniers nés. Alors, je contribue aussi sur cet appareil, mais moi, je suis plus particulièrement responsable de l'hélicoptère de combat, le Tigre. Donc, après, dans mon métier, je suis amenée à travailler sur plusieurs types d'hélicoptères. Donc, je contribue sur différents sujets, mais le 160, il a l'avantage d'être l'un de nos derniers prototypes, l'un de nos derniers appareils certifiés. Donc, il a été un prototype il y a peu de temps et actuellement, on travaille activement à sa militarisation. D'accord. Alors, en plus de votre carrière professionnelle, vous êtes comme tous nos invités normalement, lorsqu'on vous invite sur ces webinaires avec la FFVP, vous êtes aussi pilote de planeur. Alors, vous êtes licencié au club de Nogaro, dans le Tarn. Nogaro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est environ à 150 km à l'ouest de Toulouse. Et vous êtes aussi une compétitrice reconnue mondialement en course en planeur. Donc, vous êtes tout simplement à ce jour la plus grande championne de vol en planeur au monde, avec un cumul de 3 titres individuels mondiaux, de multiples titres par équipe. Vous avez la liste qui apparaît sur l'écran et ça fait beaucoup, beaucoup de titres. Et en plus de cette activité loisir, et compétition, vous êtes aussi la maman de 2 enfants de 11 et 14 ans. En effet. Alors, je vais commencer directement par quelques questions pour qu'on essaie de comprendre un peu quel est votre métier et quelles sont les différentes missions que vous menez.
Alors, je commençais par montrer deux photos juste assez rapidement de l'hélicoptère, le H-160, sur lequel vous travaillez en partie. Euh, c'est quoi ces pales, cette forme de pale? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, notre métier en tant que personnel navigant d'essai, c'est de contribuer au développement de nouveaux designs, d'innovations technologiques. Et c'est pour ça que le 160 est un très bel hélicoptère pour ça. C'est parce qu'il a énormément d'innovations technologiques. Et en particulier, voilà, effectivement, on voit sur cette image, elle illustre très bien le fait que les pales sont courbées d'une façon qui est inhabituelle pour un hélicoptère. Ce sont des pales qui sont brevetées sous le nom de Blue Edge et qui représentent une importante innovation technologique sur cet appareil. Leur fonction principale, c'est de réduire le son, de réduire la signature sonore de l'appareil. Et il se trouve qu'elles améliorent aussi la performance sur l'hélicoptère par rapport à une pale qui ne serait pas courbée. D'accord, alors on parle innovation, on va passer à la deuxième photo. Il y a vraiment des trucs assez intéressants sur cet hélicoptère. Là, je m'intéresserai plus à la partie arrière, hein, ce qu'on appelle l'empennage à l'arrière de l'hélicoptère. On voit il y a un empennage horizontal qui est double, et puis aussi ce que vous appelez le fenestron, je crois, donc la partie avec l'hélice qui tourne verticalement, qui en fait sur cet hélicoptère n'est pas vertical. Et alors pareil, même question, quelles sont les fonctions de ces deux innovations sur cet hélicoptère? Alors, tout ce qui est à l'arrière de l'appareil, ça va contribuer à sa stabilité. Alors, la partie horizontale, donc le double, l'empennage double en biplan, en fait, qui se trouve à l'arrière, il va permettre de stabiliser l'appareil de telle sorte que l'un des deux biplans soit moins masqué par le flux du rotor dans certaines situations de vol. D'accord. Et c'est ce qui permet à l'appareil d'avoir une attitude à l'atterrissage, par exemple, qui est beaucoup plus confortable pour l'équipage, qui est moins accabré que sur un hélicoptère conventionnel. Donc, ça présente un avantage pour des raisons de stabilité et de qualité de vol. Et puis, le fenestron. Donc, le fenestron, c'est la partie ronde qui se trouve à l'arrière, qui permet de canaliser le flux du rotor anti-couple, qui est donc le rotor qui permet à l'hélicoptère de ne pas tourner autour de lui-même et qui permet de contrer l'effet de rotation du rotor principal. Donc ce fenestron, d'habitude, il est vertical. Et donc sur cet appareil, une des innovations a consisté à le concevoir d'une façon légèrement inclinée. Euh, L'inclinaison de ce fenestron, elle permet d'avoir une petite composante de la poussée qui est exercée par ce fenestron vers le haut, et c'est ce qui permet d'optimiser plus la puissance qui est distribuée sur la voilure, donc la partie avant et la partie arrière, afin d'optimiser les performances de l'appareil. Alors, je suppose qu'on voit ces innovations qui sont assez visibles, mais je suppose que ça va impliquer beaucoup de choses, notamment sur la partie essai en vol, pour pouvoir les valider et qu'elles soient non seulement utiles sur le terrain, mais en plus constructibles et à des tarifs qui soient acceptables pour l'entreprise et ses clients. Et donc, on va aborder notamment ce en quoi votre métier intervient sur cette mission-là. Juste avant qu'on parle plus avant de votre métier en lui-même, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation d'Airbus Hélicoptère succinctement? Oui, alors Airbus Hélicoptère, c'était un, un des premiers constructeurs aéronautiques mondiaux, le premier constructeur aéronautique mondial d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le leader. On a environ un peu plus de 130 000 employés répartis un peu partout dans le monde, hein, sur tous les continents. La société est divisée en trois principales divisions. Donc, une division commerciale qui est la plus célèbre, hein, qui fait tout ce qui est avion de ligne, la 300, de la 320 jusqu'à la 220 même maintenant, jusqu'à la 380. Il y a une division qui est de moyenne taille, hein, qui est Defense and Space. Donc, Defense and Space, il y a à peu près 30 000 personnes qui travaillent pour Defense and Space. Leur spécialité, c'est de faire donc les avions militaires, les avions avions de combat, avions de transport aussi, la 400M par exemple, et puis les satellites. Et puis il y a une autre division qui est assez grosse aussi, hein, qui représente à peu près 20 000 personnes et qui est la division hélicoptère. Et donc c'est dans cette division que je travaille.
Alors, ça fait beaucoup de monde pour travailler. Vous, vous êtes ingénieur d'essai en vol. Ça consiste en quoi? Et est-ce que vous êtes vous-même pilote d'hélicoptère, en fait? Alors, dans les essais en vol, on a trois métiers principaux, enfin, trois métiers de personnel navigant d'essai. Donc, le pilote d'essai, qui lui va piloter l'appareil en fonction de ce que lui demande l'ingénieur navigant d'essai. L'ingénieur navigant d'essai, lui, il a la responsabilité de l'essai. Donc, c'est lui qui sait où, enfin, pourquoi on fait voler la machine, en fait. Donc, l'ingénieur navigant d'essai, il est vraiment en contact avec le bureau d'études, avec le demandeur au niveau de l'industrie pour pouvoir organiser l'essai. Donc, c'est lui qui construit l'essai, c'est lui qui, à bord, enfin, en amont de l'essai, pardon, va déjà briefer l'essai, va expliquer à l'ensemble de l'équipage ce qu'on va pouvoir faire, à quoi correspond l'essai, quelle va être la configuration de la machine, quel va être l'objectif de l'essai et exactement comment est-ce qu'on va l'organiser. Pendant le vol, c'est lui qui va guider l'équipage pour lui dire, voilà, on fait le premier point d'essai. On commencer par faire un stationnaire. On mesure les vibrations. Ensuite, on se repose. Voilà. Donc, voilà. Il va rythmer l'ensemble de l'essai au fur et à mesure. Et le troisième métier, c'est le mécanicien navigant d'essai. Le mécanicien navigant d'essai, lui, c'est lui qui va connaître le mieux l'appareil sur lequel on vole. Donc lui, il suit vraiment le prototype sur lequel on se trouve. Et il peut aussi être amené à assister pour certaines manœuvres particulières, comme par exemple la coupure d'un moteur ou quand il y a des choses vraiment un peu particulières à faire sur un essai qui nécessite une compétence un peu plus technique. Même si aujourd'hui les machines sont tellement simples que par exemple sur le 160, la coupure des moteurs, elle se fait par l'ingénieur navigant d'essai, par exemple. Il n'y a pas de difficulté. Donc, vous, Donc, vous êtes ingénieur navigant d'essai, c'est ça? pardon. Vous, vous êtes ingénieur navigant d'essai? Voilà, moi je suis ingénieur navigant d'essai, donc ça veut dire que je prends le besoin au niveau du bureau d'études. On me dit on doit mener cette machine pour, enfin, elle doit démontrer un certain nombre d'essais pour qu'on puisse la certifier. Et donc c'est moi qui vais construire l'essai, qui vais expliquer au pilote ce qu'on doit faire sur cet appareil, et puis qui vais au fur et à mesure du vol guider point par point les différents essais. Alors, en fait, les essais en vol, ils sont vraiment divisés en deux catégories assez distinctes. Il y a la partie réception, qui consiste à faire voler des appareils pour leur tout premier vol à la sortie de la chaîne. Donc, quand ils sont, là, c'est quand on a un appareil de série, on a déjà défini ses caractéristiques, il existe, hein, voilà. Par exemple, on veut acheter un écureuil ou un dauphin ou un puma, un super puma, et donc on- cet appareil-là, il va être produit sur nos installations et à un moment, il va être prêt au vol. Quand il est prêt au vol, on ne va pas le livrer directement au client, on va faire voler du personnel navigant d'essai pour venir vérifier que tout fonctionne correctement à bord. Sur un Donc, quand hélicoptère, on va aussi être amené à régler certaines choses, par exemple sur la voilure. On va régler des niveaux vibratoires en particulier, parce qu'un hélicoptère, ça vibre énormément. Donc, on va venir ajuster tout ça pour que l'appareil soit confortable pour le client. On va venir vérifier les performances de cet appareil particulier, ses performances moteurs, ses performances aérodynamiques aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les vols de réception. Et après, il y a les vols d'essai. Et les vols d'essai, ça concerne des appareils qui ne sont pas encore certifiés. Donc, c'est uniquement des prototypes. Quand on fait voler un prototype, il y a beaucoup plus de préparation en amont, puisqu'on doit aller vérifier la navigabilité de l'appareil, on doit aller vérifier tout ce qui est installé à bord. Chacun des prototypes, il est totalement unique, donc on doit avoir plus de notions de qu'est-ce qui est spécifique sur cet appareil. Et quand on fait voler un prototype, eh bien, on fait tous les jours quelque chose de différent, en fait. On ne fait jamais deux fois le même vol, en réalité. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, je comprends qu'il y a un ingénieur navigant qui va être plus sur une approche de contrôle qualité sur la série, c'est ça? Et puis un deuxième qui est plus sur de l'accompagnement au développement, sur du prototypage. Vous, par exemple, vous faites les deux missions ou il y a vraiment une spécificité entre les deux?
Alors, quand on fait enfin, alors moi, je suis responsable d'une marque, donc je suis plus spécialisée dans le prototype. Quand on fait du prototype, on peut aussi faire de la série, en fait. Mhm. L'inverse n'étant pas vrai. Donc, on a des équipages qui ne font que de la réception, que donc des premiers vols d'appareils de série. Euh, et on a aussi mais on a des équipages qui sont formés au prototype. Et donc, eux, en général, on ne fait pas prototype quand on n'a pas fait de série, mais on peut aussi ne faire que de la série. On ne peut pas faire que du prototype. Alors, quand on imagine un métier comme le vôtre, on a l'impression que c'est très, 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 très large en termes de compétences. Quel parcours de formation, voilà, comment devient-on ingénieur d'essai en vol? Alors, pour être formé au métier d'ingénieur navigant d'essai, il faut faire la même école que celle des pilotes d'essai ou mécaniciens navigants d'essai. Il y a une seule école qui permet la formation de ces équipages, puisqu'en fait, on est vraiment formés tous ensemble. On doit travailler totalement en équipe à l'intérieur d'un aéronef. Donc, on doit avoir tous la même notion de comment est construit un essai, comment est-ce qu'on l'opère et quels sont les risques autour de ça. Donc, l'école qui forme à ça, en France, il y en a une. Ça s'appelle l'École du personnel navigant d'essai et de réception. Elle se situe à Istres. C'est une école qui relève du ministère des Armées. Euh, Dans le monde, il y a quatre écoles principales qui s'interreconnaissent dans trois pays différents. Donc, il y en a une en Angleterre et deux aux États-Unis. Ces quatre écoles, tous les ans, elles échangent des stagiaires entre elles et elles se reconnaissent entre elles. Après, il y a aussi d'autres écoles, des écoles privées qui existent ailleurs dans le monde. Il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, en Inde. Il commence à y en avoir en Chine aussi. Enfin, voilà. Donc, après, il y en a à plusieurs autres endroits. Alors pour toi, quand tu nous dis que cette école Lepner, elle dépend de l'armée de l'air, en fait, de la DGA, ça fait que ta première carrière, tu as été obligé de faire une carrière militaire d'abord? Alors, on n'est pas forcément obligé de faire une carrière militaire pour être formé aux essais en vol. Ça a été mon cas, effectivement. Moi, j'ai été militaire, donc j'étais formée lorsque je travaillais pour la délégation générale pour l'armement. Mais ça n'est pas obligatoire. Normalement, il y a très peu de pilotes qui ne sont pas militaires avant d'être pilotes d'essai. Ça arrive, il y a des pilotes sur les avions commerciaux qui sont formés directement par Airbus. Et ça arrive pour la partie réception en particulier. Pour ce qui est du prototype, en général, les pilotes d'essai sont tous des anciens militaires. Ça n'est pas forcément vrai pour les ingénieurs navigants d'essai qui peuvent être formés par les industriels directement. D'accord. Et alors, comme tu as eu une carrière qui était sur le même métier, si je comprends bien, mais côté militaire, et que maintenant tu le fais avec Airbus Helicopter, qui est une société civile, même si elle produit des modèles qui sont militarisés. Est-ce que ce changement de carrière, tu as senti une approche qui était différente, même si c'est le même métier, entre être militaire, ingénieur d'essai, puis être dans le civil? Alors, ça reste le même métier. Fondamentalement, on fait la même chose, on vole sur des prototypes, on fait des essais en vol. Donc, ça reste vraiment le même métier. La formation, elle est la même. Il y a pas de différence fondamentale sur l'opération pendant un vol. La grosse différence, c'est qu'on ne se situe pas au même endroit dans le cycle de développement de l'appareil. Donc, en fait, quand on travaille pour, enfin, pour le client, finalement, puisque les armées sont des clients, quand on travaille pour le client et qu'on fait des essais en vol pour un client, en fait, on se situe tout à fait à la fin du cycle de développement quand la machine elle est prête, elle est finalisée, elle est développée. Donc, on vient principalement vérifier que la machine est conforme aux spécifications que l'on souhaitait. Quand on travaille pour l'industriel, on a des fonctions de design. Donc, on doit vraiment contribuer à la conception de l'appareil avant même qu'elle n'existe, enfin, avant même que l'appareil ne soit conçu. Donc, on contribue à sa conception. Ensuite, on va contribuer on va faire ses tout premiers vols en tant que prototype. Donc, on va vraiment défricher les toutes enfin, les dernières nouveautés techniques. On va être les premiers à voler sur ces appareils-là. Et puis, il y a un développement, ça prend du temps. Donc, on va être amené à faire énormément d'essais sur les prototypes dans leur jeune vie.
Et on ne confiera l'appareil à des ingénieurs navigants d'essai étatiques que plus tard dans le cycle de vie de la machine, normalement. D'accord. Tu nous parlais de l'ingénieur pilote d'essai et l'ingénieur mécanicien d'essai. À part ces deux personnes, ou ces deux groupes de métiers qui sont autour de toi, tu interagis aussi avec d'autres personnes dans tes missions que tu gères au quotidien? Alors, oui, 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 avec beaucoup de personnes. Donc, voilà, comme je le disais tout à l'heure, je parlais du bureau d'études. Donc, sur les prototypes, c'est très important puisque c'est avec eux qu'on va concevoir les appareils. Mais il y a aussi des fonctions de navigabilité. Donc, on a des gens qui vont nous permettre de mettre les appareils en vol, mettre les prototypes en vol. C'est une démarche qui est longue, qui demande de la rigueur, qui demande énormément de documents de justification puisqu'on on va pas mettre on va pas mettre un prototype en vol avec des systèmes nouveaux sans avoir bien réfléchi à la façon dont il va pouvoir se comporter en vol, à l'avoir anticipé, à l'avoir justifié pour pouvoir voler en sécurité malgré tout. On a aussi beaucoup de contacts. Donc, sur le métier des essais en vol, quand on va voler, on revient avec énormément de données. Donc, on a des données qui sont enregistrées. En fonction de la nature des essais, on peut voir des données qui sont transmises en temps réel sur des salles d'écoute, des salles de télémesure. Donc, on a des gens qui sont des analystes, qui sont capables soit d'écouter en direct et de monitorer les paramètres avec nous depuis une salle d'écoute au sol, soit qui sont souvent aussi capables, souvent c'est les mêmes à vrai dire, qui sont capables d'aller analyser les données en temps différé. Donc, eux, ils vont prendre les données qu'on leur amène du vol et ils vont pouvoir analyser euh, si on est dans les normes que l'on attendait, si les charges, souvent on va mesurer des charges pour vérifier si les dimensionnements mécaniques que l'on a fait sont pertinents. Et donc, c'est eux qui vont venir analyser tout cela et nous dire d'un vol sur l'autre, OK, vous pouvez, là, on a volé jusqu'à 40 nœuds, par exemple, les charges sont bonnes. Maintenant, on peut ouvrir le domaine un peu plus loin. Vous pouvez voler jusqu'à 60 nœuds, 80 nœuds, 100 nœuds. Et on va avoir comme ça une démarche incrémentale grâce à eux, grâce à l'analyse qu'ils ont des mesures que l'on fait pendant les vols. Alors j'entends qu'il y a une partie de personnes qui sont des personnes techniques. Il y a une partie administrative. J'ai entendu aussi avec le côté navigabilité. Donc, pour rappel, la navigabilité, c'est vraiment le côté papier pour que on donne l'autorisation d'utiliser cet aéronef, que ce soit en termes de développement comme après de série et lorsqu'il faut faire les livraisons. Est-ce que tu as des interactions sur le côté financier de l'entreprise actuelle? Alors nous, on interagit sur chaque programme, on interagit au niveau du programme avec le projet. Donc le projet, c'est ceux qui vont s'assurer que techniquement on arrive à l'objectif sur une machine. Et puis on est aussi en interaction en fonction des sujets avec le programme. Et donc le programme, c'est eux qui financent. Donc les gens au programme, c'est eux qui vont dire si quand on demande telle ou telle évolution technique, par exemple, oui ou non, on aura les financements pour le faire parce que stratégiquement, pour eux, ça peut faire sens ou pas, en fait. Donc, on a une interaction avec la partie finance par ce prisme. Euh, En dehors de ça, voilà, après, on reste sur des métiers techniques. Donc, on n'a pas normalement, on n'est pas, je n'ai pas accès. Alors, si tu, enfin, ça n'est pas en lien avec la partie vente, en fait, très peu, si on pensait à ça. Ok. Les machines Euh, sont vendues, voilà. On a des métiers qui sont des métiers de support qui font la partie vente, la partie soutien en opération, par exemple, aussi, elle est gérée par le support. Donc, en fait, c'est aussi l'avantage d'une société comme Airbus, c'est qu'il y a une énorme diversité de métiers et ça va, voilà, du pilote d'essai jusqu'au vendeur, en passant par les ingénieurs, photographes, ressources humaines. Il y a vraiment tous les métiers hein, qui sont représentés dans une société comme la nôtre. C'est très, très intéressant. Mm. alors, tu nous disais que c'est toi qui définis le programme de test qui va être mis en place. Est-ce que tes collègues directs, donc les deux autres qui sont plus proches de toi, ils ont un avis à donner ou c'est très normé et c'est très unique comme programmation? Non, alors après, on contribue tous. Hein, on est vraiment une équipe. On va tous s'intéresser à l'objectif. Après,
Déterminer les points d'essai, ça reste quand même le domaine de l'ingénieur navigant d'essai. On a chacun notre spécialité, hein. Donc, pendant le vol, tout à l'heure, on discutait de savoir si l'ingénieur peut être amené à piloter. Oui, l'ingénieur, il peut être amené à piloter, mais sa fonction principale, c'est de diriger l'essai. Le pilote, il peut être à un moment amené à relever des paramètres, mais sa fonction principale, c'est de piloter l'appareil. Donc voilà, on a quand même tous nos responsabilités à bord de la machine. Et même si chacun d'entre nous connaît le métier de l'autre et voilà, peut être amené épisodiquement à assister sur un aspect ou sur un autre, on a chacun notre spécialité. Et donc, pour préparer les essais en vol, on est vraiment en étroite coopération sur les trois métiers. Donc, c'est principalement dirigé quand même par l'ingénieur navigant d'essai, mais avec la coopération étroite du pilote d'essai et du mécanicien navigant d'essai. Alors, on sait que pour travailler en équipe, ça demande des qualités de savoir-être pour réussir à se comprendre, s'accorder et se coordonner. Qu'est-ce que toi, dans ton profil à toi et chez le profil de tes proches collaborateurs, qu'est-ce qui est important pour que ça fonctionne en fait ensemble? Alors, il faut un gros esprit d'équipe, hein, c'est sûr, puisqu'on travaille vraiment à plusieurs. Il faut aussi être curieux, puisque, en fait, quand on fait des essais en vol, on fait toujours quelque chose de nouveau. Et il faut toujours s'interroger, en fait, hein. Mais ça, c'est un point commun avec le fait d'être pilote de planeur, hein, en fait. C'est quelque chose qui est propre aussi à tout pilote, enfin toute action de pilotage dans l'aéronautique. En fait, dès qu'il y a quelque chose d'anormal, il faut quand même il faut s'interroger, faut garder du recul pour se demander voilà, pourquoi est-ce qu'on a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Souvent, il y a une raison, en fait. Donc, quand on est en essai en vol, on a d'autant plus intérêt à trouver rapidement l'origine, la cause qui peut faire qu'on se trouve dans une situation un peu particulière. Alors merci, je vais passer la main à Marie-Laure. Je crois qu'il y a deux questions pour notre invité ce soir. Alors, est-ce qu'on peut avancer la slide suivante, s'il te plaît, Pauline? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Marie-Laure Higgy. Je suis la conseillère pour la partie industrie aéronautique et spatiale au sein d'Aérométiers. Alors, Aérométiers, c'est une association qui existe depuis plus de 25 ans. Notre rôle, c'est d'informer et d'orienter. Donc, on est là pour vous. C'est un petit peu comme un CIO, mais qui fonctionnerait uniquement sur les secteurs du transport aérien et de l'industrie aéronautique et spatiale. On fait du conseil individuel, donc vous pourrez revenir vers nous au-delà de ce webinaire par le biais de notre site internet. Donc ce gros site internet, vous allez y trouver plein de fiches métiers, des vidéos de professionnels qu'on a tournées dans les entreprises, tout un tas de documents que vous pourrez télécharger à loisir. Et il y a une rubrique qui s'appelle Contactez-nous. Donc si vous avez un projet particulier d'orientation et que vous avez besoin d'aide, on est là pour ça. Vous nous laissez un message et on vous rappelle. Donc, on a une vocation nationale, on va faire des conférences dans les collèges, les lycées, on va sur des salons, des forums, et puis on a une opération importante sur la féminisation des métiers pour que toutes les jeunes filles, et même les femmes qui seraient en reconversion, sachent que tous les métiers aujourd'hui leur sont accessibles sans aucune exception. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc vous avez l'adresse de notre site internet aérométier.fr, mais vous retrouverez tout à l'heure aussi, on a prévu un petit Padlet. Vous pourrez capter ce QR code pour ensuite retourner sur une base de données importante. Voilà pour cette présentation. Alors Marie-Laure, tu avais deux questions, je pense, pour Anne Ducarouche ce soir. Tu avais préparé deux questions. Oui, j'avais préparé des questions. En fait, Anne a bien répondu déjà pour une partie. Je voulais demander comment elle collaborait avec les autres membres de l'équipe pendant les essais en vol. Donc, elle a répondu en partie, j'ai bien compris, mais comme ça, on va récapituler. Donc, il y a une partie des données qui sont enregistrées et puis une partie qui sont transmises en réel. Mais pendant le vol, avec les autres personnes qui sont dans l'appareil, c'est déjà planifié, chacun sait ce qu'il a à faire, où on se parle, on interagit. Oui, alors pour tout vol, il y a un briefing. Ah, Il n'a pas du Anne. ouais.
Elle a été figelée. On n'a pas dû aller au moment, ouais. Alors, si tu veux, Maria, qu'est-ce qu'on avait prévu? Je crois que c'est juste la Les fiche d'après, mécaniciens c'est sur les navigants métiers. d'essai. Ah, t'es revenu, Oui. Anne, pardon. Oui, Ah, t'as Anne, été coupé pardon. quelques instants. Tu peux Ah, reprendre j'avais été coupée, pardon, ta oui. réponse. Vas-y, t'as la main. Donc, l'ingénieur navigant d'essai va briefer le vol pour expliquer à chacun ce qu'il est attendu de lui sur un essai. Donc ça concerne à la fois les membres de l'équipage, donc le pilote d'essai, le mécanicien navigant d'essai, mais aussi les personnes qui vont intervenir sur l'essai. Et des fois, on peut avoir beaucoup de monde en réalité Mm. sur un essai, hein. On peut avoir donc les personnes qui vont suivre en temps réel, en salle d'écoute, l'essai. Mais quand on dit suivre, en fait, ils ont aussi un rôle, c'est-à-dire qu'ils vont venir surveiller les dépassements de limitation. Parce il peut y avoir énormément de limitations à surveiller. Et l'ingénieur navigant d'essai qui est à bord ne peut ne pas suffire pour vérifier, enfin, quand on a beaucoup de paramètres, ça peut dépasser sa charge de travail, en fait. Donc, on a besoin d'aide dans ce type de cas, on a besoin d'aide au sol. Et on a des gens qui vont pouvoir nous dire, attention, les charges deviennent trop importantes, ralentissez, enfin, voilà. Et ça nous permet d'organiser l'essai en vol aussi et de continuer de voler en sécurité. Du coup, à la fin de l'essai, eh bien, on débriefe avec eux et on va décider ensemble de ce qu'on va faire sur le vol suivant et de la façon dont on va aller étape par étape vers une plus grande ouverture de domaine, par exemple. D'accord, ça Ok, alors, précise bien. juste une petite question que je vois aussi sur le chat. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé. Anne, quelle est ta formation scolaire, en fait, universitaire ou pas, avant de rentrer à cette case EPNER ou l'école que tu as fait pour devenir ingénieur d'essai en vol? Alors, pour être ingénieur navigant d'essai, il faut être ingénieur. Donc, voilà, pour mon cas particulier, moi, j'ai fait après le bac, j'ai fait des classes préparatoires. J'ai été reçue à l'école polytechnique. Après l'école polytechnique, j'ai fait Supaéro, donc qui s'appelle aujourd'hui l'ISAE, donc l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Et puis ensuite, j'ai été recrutée dans la DGA, donc je travaillais en tant que militaire et j'ai été sélectionnée pour faire la formation aux essais en vol, donc à l'école du personnel navigant d'essai et de réception. Et c'est à l'issue donc de cette succession de trois écoles que j'ai pu enfin exercer en tant qu'ingénieur navigant d'essai. D'accord, merci. Et je crois qu'il y avait une deuxième question. Ah oui, c'est plus pour aérométier. Oui, oui, en effet, aérométier sert à orienter, à vous assister dans l'orientation. Comme disait Marie-Laure, c'est un peu le CIO, ouais, CIO, je me rappelle plus, j'ai vieilli. Donc le CIO qui sert à vous orienter, Mais c'est et pas c'est que très... pour les scolaires, hein. C'est bien de le préciser. Ouais. C'est aussi pour les personnes qui seraient en reconversion ou encore en emploi, mais qui se posent des questions sur leur envie de faire autre chose, ou des personnes demandeurs d'emploi qui se demandent ben, finalement comment arriver vers nos métiers. C'est pour tout le monde. Donc, on peut déjà bien se renseigner tout seul en regardant notre site et nos vidéos et fiches métiers, mais bien évidemment, après, on peut nous poser des questions et nous, on peut aider à approfondir en faisant soit un entretien par téléphone, soit en vidéo, soit en face à face si la personne habite en Île-de-France, puisqu'on est basé à Roissy-Charles de Gaulle. Alors, Anne le disait, hein, il y a une foultitude de métiers, notamment chez Airbus Hélicoptère, qui existent, toutes ces grosses entreprises. Il y a souvent des métiers qu'on n'imagine même pas, en fait, ou qu'on ne se représente pas dans ces entreprises-là, parce qu'on pense avion, hélicoptère, on pense construction, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et c'est aussi pour dépasser un peu ces barrières qu'on se met que la présence de aérométiers est importante, et donc n'hésitez pas à les contacter. Je vais laisser la main à Anna, qui a aussi quelques questions, je crois, pour Anne. Oui, tout à fait. Alors, au même titre que Marie-Laure, elle a déjà parlé une partie de mes questions, mais je me permets parce que je crois qu'il y a une des questions qui traite sur ce sujet. Comment gérez-vous le stress et les risques associés aux essais en vol, Anne? Oui, alors les risques, on va les estimer, on a des grilles de risques, donc à chaque fois qu'on fait un essai, on va anticiper l'ensemble des risques, on va réfléchir ensemble
aux situations qui peuvent se présenter. Donc, on est vraiment dans une démarche d'anticipation. On va utiliser différents métiers qu'on peut avoir pour estimer ce qui peut éventuellement se passer. Mais à la fin, on va se regrouper, on édicte des procédures de sécurité et on va annoncer et on va briefer au cours du briefing. Et après, avant chaque point d'essai où on a une criticité, on va venir briefer les actions réflexes qu'on va tous avoir à faire. Donc, chaque fonction aura une tâche à faire pour gérer une éventuelle situation d'urgence, par exemple. Donc, en fait, on a normalement, sur un essai en vol, on maîtrise le risque. Ça ne veut pas dire que des fois, on n'a pas des surprises, parce que voilà, c'est le genre de choses que peuvent aussi réserver des vols sur des prototypes. Mais néanmoins, on a une approche vraiment préventive du risque et après, on sait le gérer lorsqu'il se produit, lorsque l'on est à bord. On le disait en aparté justement qu'on ouvre ce webinaire, on est loin du temps des pionniers hein, sur un développement d'un aéronef. Et en plus, je pense que vous avez une approche qui est très incrémentale sur les choses. Mm. Tu en parlais tout à l'heure avec l'ouverture du domaine de vol peu à peu. Mais néanmoins, oui, il y a parfois des choses qui ne sont pas forcément super prévues, mais vous avez tout un protocole qui permet de maximiser, de minimiser les risques et puis de maximiser ce que vous pouvez avoir comme réponse aux risques plus ou moins attendus. Tu avais une deuxième question, Anna? Oui, en quoi est pilote de planeur et faire de la compétition vous a aidé à développer, au développement personnel des qualités qui sont aujourd'hui reconnues dans votre métier? Alors, être pilote de planeur, c'est quelque chose qui apporte énormément de qualité puisque ça oblige à prendre des décisions à peu près toutes les minutes ou toutes les 2 minutes max. Donc, c'est une tâche à haut gain qui oblige à être concentré, qui oblige à performer, même quand on ne parle pas de compétition, hein, parce que n'importe quel pilote de planeur doit être précis, par exemple, sur son atterrissage pour revenir sur son aérodrome. Donc, c'est vraiment une école de précision, d'exigence, de qualité de pilotage. Et toutes ces qualités-là, moi, elles me servent vraiment au quotidien, je trouve. Alors, particulièrement dans mon métier d'ingénieur navigant d'essai, puisque je suis amenée à voler en tant que professionnel sur des appareils. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui sert, puisque c'est une école de la rigueur. On est familier voilà, de tout ce qui est briefing. En planeur, on fait comme en essai en vol, hein. On va briefer le vol. On est au courant des procédures. On a des procédures normales, des procédures d'urgence. Quand on est pilote de planeur, on connaît aussi les procédures d'urgence. Une sortie de vrille, c'est quelque chose qui est connu, dont on connaît les actions réflexes, pour ne citer que cet exemple. Et donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui me sert au quotidien, oui, d'être pilote de planeur. Merci beaucoup. Alors merci. Anne, on va te laisser souffler un petit peu, parce qu'on t'a beaucoup posé de questions jusqu'à présent. Je voudrais juste appuyer sur quelques points avant de laisser la main à nos partenaires d'aérométier. Je répète souvent, les webinaires, c'est pour vous aider à vous projeter, ceux qui nous suivent, et aussi parfois pour dire, bah, c'est pas pour moi. Euh, euh, donc c'est important aussi de vous dire parfois, bah non, ça ne correspond pas du tout à mes aspirations. Et c'est aussi le rôle de faire ces présentations de métier. On n'est pas tous avec des aspirations les mêmes. Et donc voilà, prenez-le aussi comme ça. On va maintenant passer à un élargissement, c'est notre temps classique d'élargissement des métiers pour que vous ayez une vision plus globale. Parce que justement, si vous êtes dit celui-là, c'est pas pour moi, bah, il y en a peut-être d'autres qui sont connexes qui vont plutôt vous intéresser. Et donc, je vais laisser la main à nos partenaires et nos collègues d'Aérométier pour nous présenter notamment la première partie qui est la partie industrie aéronautique et spatiale. Je crois que c'est Marie-Laure qui aborde cette partie. Tout à fait, merci Benjamin. Je vais essayer d'être précise et concise puisqu'il est déjà 19h11. C'était passionnant, mais il nous reste plus beaucoup de temps. Alors, je vais vous présenter les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale. Donc là, ce sont près de 500 entreprises sur toute la France, l'industrie aéronautique et spatiale, des entreprises qui vont faire la conception, la fabrication, la commercialisation et la maintenance de ce qu'on appelle les aéronefs. Donc tout ce qui vole. Effectivement, on a parlé d'hélicoptères, mais il y a évidemment aussi des avions civils et militaires.
On fabrique aussi des lanceurs spatiaux, des satellites, des drones, etc. Et tout un tas de pièces différentes. Ce sont les entreprises qu'on appelle les équipementiers. Alors, il y a plusieurs choses à retenir. J'ai parlé tout à l'heure de la place des filles, hein. Mesdemoiselles, ne vous mettez aucune barrière. Vous êtes attendues à bras ouverts dans toutes les entreprises qui visent à la mixité. On va parler de l'anglais aussi, qui est très important dans tous nos métiers, pour y entrer, pour évoluer, pour communiquer à l'international avec des collègues ou avec des clients. L'anglais est indispensable. On peut être mécanicien d'avion en France dans une entreprise française, mais prendre ses consignes en anglais et noter ses tâches en anglais pour que la prochaine maintenance soit bien comprise par le mécanicien qui sera peut-être au Brésil ou à Dubaï. Donc ça, c'est très important. Pensez aussi que vos cursus d'études peuvent se réaliser en apprentissage. L'apprentissage, c'est pas réservé au bac pro ou au BEP. Aujourd'hui, on peut faire une école d'ingénieur en apprentissage. Donc ça peut être une voie pour poursuivre ses études, même si on n'a pas forcément les moyens de payer une école privée. Donc ça, c'est possible. Ayez-le bien en tête. Alors, ces grandes familles de métiers que je veux vous présenter, vous voyez qu'elles sont numérotées. Elles sont numérotées un petit peu dans le cycle de vie d'un produit, on va dire. Donc d'abord, on a des personnes au bureau d'études qui vont concevoir les projets. Aujourd'hui, on travaille énormément sur les projets de l'aviation bas carbone, l'aviation qu'on aimerait neutre en carbone en 2050. Donc, on va travailler à la fois sur de la nouveauté, des moteurs électriques, peut-être des moteurs à hydrogène, mais on va aussi énormément travailler sur de l'amélioration de l'existant. On va alléger les matériaux pour que les hélicoptères ou les avions soient plus légers. On va travailler sur des matériaux composites. On va remplacer des câbles par des fibres. Donc, il y a vraiment beaucoup de défis, beaucoup de recherche et de développement. Donc, c'est du travail pour des ingénieurs et des techniciens. Donc, tous nos métiers sont accessibles. On est plutôt sur des diplômes éducation nationale, scientifique et technique, du bac pro en entrée en production, en logistique ou en maintenance, ou bac plus 2, bac plus 3, 4, 5, école d'ingénieur pour les autres secteurs d'activité. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur chaque formation parce que ça, vous retrouverez sur notre site et sur nos fiches métiers. Mais retenez cette information de base. Si vous aimez ce qui est scientifique et technique, il y a des métiers pour tout le monde. Et on peut rentrer par un bac pro et ensuite évoluer dans les entreprises par le biais de l'évolution interne et de la formation continue. Donc, on a le bureau d'études qui fait les projets, qui améliore les projets. On a aussi les personnes aux méthodes qui vont, on va dire, traduire la pensée des bureaux d'études en faisabilité pour les compagnons en production. Ils vont leur fournir les nouveaux outillages, les notices de montage, les instructions nécessaires. Ensuite, en production, donc on a les très beaux métiers manuels des personnes qui, elles, vont faire et assembler les pièces. Donc, on a des chaudronniers qui vont travailler le métal, des techniciens d'usinage qui vont aussi différemment travailler le métal en programmant des machines à commande numérique. On a des stratifieurs drapeurs qui fabriquent les matériaux composites. Donc, les composites sont des matériaux qui sont plus légers que le métal, mais tout aussi résistants. Alors, si on fait le lien, par exemple, avec Airbus Hélicoptère, pas très loin de nous, puisque nous, on est à Roissy, à Duny, il y a une entreprise d'Airbus Hélicoptère qui fabrique les pales qui sont en matériaux composites. Et à partir d'un bac pro aéronautique, option structure, par exemple, on peut aller sur ce beau métier. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo sur notre site de Jennifer, qui est stratifieuse drapeuse. Donc, on peut aussi être ajusteur-monteur, on aurait pu parler des peintres aéronautiques, des monteurs câbleurs, etc. Il y a énormément de travail, ça fait 3 années de suite que nos industriels cherchent 25 000 personnes. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers ces beaux métiers d'avenir où vraiment on travaille sur plein de projets intéressants. Euh, Bientôt, c'est le Salon du Bourget. Si vous pouvez venir, n'hésitez pas, vous verrez tous les développements en cours, c'est passionnant. Donc, je ne vais pas revenir sur la partie essai puisque c'est un peu le sujet du jour. Donc, Anne fait des essais en vol, mais il y a aussi des essais au sol. Il y a énormément d'essais parce qu'on ne perd jamais de vue qu'on va emmener des humains voler. Donc, on va tester aussi tous les composants qu'on achète, tous les systèmes avant de les mettre dans l'avion. Avant d'arriver à l'étape d'Anne, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui se font sur la partie essai.
Et puis ensuite, ben, lorsqu'un avion est certifié, qui va être livré aux clients, les compagnies aériennes, les forces armées, ensuite il faut en assurer sa maintenance. Et la maintenance, ben, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir d'un bac pro. Donc on a énormément besoin de mécaniciens aujourd'hui, mécaniciens et mécaniciennes. On a les bacs pro aéronautiques avec trois options. La partie système, si on veut travailler sur tout ce qui est mécanique, hydraulique, pneumatique. La partie structure, si on veut travailler sur la structure de l'avion. Et également la partie avionique, si on veut travailler sur tous les équipements du cockpit. Donc tous ces métiers passionnants, vous allez en retrouver sur notre site internet. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos, vous allez voir, c'est assez parlant. Et je crois d'ailleurs, je ne sais pas si on a encore le temps, on avait prévu une petite vidéo d'aérométier sur le métier de technicienne d'essai au sol. Alors, les petits problèmes techniques par rapport au son de la vidéo, donc on est un peu désolé. Par contre, il y aura un sous-titrage. Donc, on va baisser le son de la vidéo et vous aurez le sous-titrage pour pouvoir suivre ce que la technicienne explique. Donc Catherine, on est allé la filmer à Marignane, hein. Elle travaille au même endroit que Anne. Exactement. Travailler avec le système de ventilation. Voilà, donc je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que on peut se tromper. Il n'y a pas forcément un chemin linéaire qui nous mène à un métier. Vous avez vu, Catherine a fait une reconversion, elle a fait toute autre chose et puis finalement, elle a suivi ses envies, sa passion et elle est elle est vraiment ravie. Moi, je l'ai rencontrée de ce qu'elle fait. Donc voilà, faut pas se mettre martel en tête et se dire je suis stressée par rapport à mon orientation si je ne choisis pas bien du premier coup, qu'est-ce que je vais faire? Un métier qui me plaît pas toute ma vie? Non. On a la chance en France d'avoir des passerelles aussi pour changer d'orientation et on peut se reconvertir après. Voilà, c'est le D'accord. message que je voulais faire passer. Merci beaucoup, Marion. On va s'éloigner un petit peu de l'industrie pour passer au métier du transport aérien avec Anne Laffer, s'il te plaît. Merci. Alors, on s'éloigne pas trop parce que Marie-Laure, avec son secteur, elle construit les avions qu'il faudra exploiter par la suite.
Donc pour ça, on a différents acteurs. Ce qui est important, c'est de comprendre les différents acteurs qui vont jouer un rôle important. Donc il y a bien évidemment les compagnies aériennes qui vont transporter des marchandises, des passagers, mais qui vont assurer également l'entretien de leur flotte et aussi des flottes des autres compagnies. Moi, je donne par exemple l'exemple d'Air France Industrie. Il y a également différentes familles de métiers. C'est un peu moins clair au niveau des types d'études à suivre que ceux de Marie-Laure. Pourquoi? Parce qu'on a des formations qui sont très scolaires, mais des formations qui sont diplômantes. Euh, qui dure vraiment 5 semaines, donc des formations théoriques et pratiques. Donc, pour moi, si je peux résumer un petit peu ma présentation, parce qu'on n'a pas trop de temps, j'aimerais dire qu'il y a des métiers accessibles à tout niveau, pour tout type de personnes, peu importe euh, voilà, l'expérience, etc. Il y a un fil conducteur quelque part entre les métiers de Marie-Laure et ce que je présente, c'est l'anglais. Il y a des métiers qui vont être accessibles sans aucun type de diplôme, mais à condition de remplir un certain nombre de prérequis indispensables, notamment quand on parle de l'exploitation, on parle des compagnies aériennes, des aéroports, donc qui vont assurer la construction très moderne aujourd'hui des infrastructures, donc le groupe ADP par exemple, avec vraiment énormément de métiers, accessibles également à tout niveau, mais beaucoup d'ingénieurs bien évidemment, mais pas que. Nous avons différents métiers aussi côté assistance en escale, donc ce sont les différents acteurs qui vont pouvoir vous proposer plus tard euh, vraiment un projet professionnel très très intéressant. Pourquoi? Parce que le fil conducteur quand on travaille dans l'aérien, c'est cette passion qu'on a de travailler soit en contact avec les clients, soit auprès des appareils qui sont quand même des pépites technologiques. Donc, tous ceux qui sont très, très proches de tout ce qui est innovation technologique, bah, ils peuvent se trouver dans notre secteur. L'autre fil conducteur, c'est l'anglais. L'anglais qui est quand même très important, on n'arrête pas de le dire. Même les métiers de la piste, alors qu'on peut rentrer dans un premier temps sans un diplôme particulier, mais en ayant, par exemple, un casier judiciaire vierge pour qu'on puisse accéder sur le côté protégé d'un aéroport. Euh, Pouvoir accéder à toute heure. Donc, c'est vrai que peut-être certains parmi vous, c'est logique, mais le permis B est très, très important. Ben, je peux m'adresser surtout à ceux qui habitent en Île-de-France et qui se disent parfois, on a plein des moyens de transport différents. Si on a envie de travailler dans un aéroport, on commence parfois à 3 heures du matin, 4 heures. Le fait de passer son permis est indispensable, ça rassure le futur employeur. Euh, Vous pouvez accéder à différents métiers de la piste et ensuite, on va pouvoir évoluer dans différents types de métiers. La mobilité interne est vraiment pratiquée dans notre secteur, ce qui vous permettra d'accéder, je ne sais pas, d'un agent de piste à coordonner toute l'activité de la toucher d'un avion quand il se pose au sol. Donc, il y a énormément de métiers. Il y a la coactivité, ça c'est un mot très très important à garder en tête. Donc on a toute cette chaîne de métiers qui est indispensable pour pouvoir préparer l'avion pour qu'il décolle en temps et en heure et en toute sécurité. Donc des métiers à différents niveaux, de CAP jusqu'à Bac+8, en passant par des formations très spécifiques comme les PNC, les pilotes ou les métiers de la direction de l'aviation
générale de l'aviation civile. Voilà, il y a une place pour tout le monde. Maintenant, il faut parler, on évolue quand même dans un secteur international, donc l'anglais, c'est indispensable. Un très bon niveau de français également, on n'oublie pas. Et si vous avez d'autres langues maternelles, n'hésitez pas à les valoriser, c'est important. Le savoir-être, c'est très, très important également. Je pense que Benjamin on a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, alors, je me permets, parce que je vais passer quelques questions pendant que qu'on faisait les présentations. Vous pouvez nous contacter Aérométier pour pouvoir travailler sur le projet professionnel. C'est pas évident de savoir vers quel type d'école aller pour faire tel ou tel métier. Voilà, ou quelle est la filière préconisée pour devenir pilote, pilote des lignes, pilote des chasses, etc. Maintenant, on fait pas des formations, bien évidemment. On vous met pas non plus en relation avec les entreprises pour faire des stages ou l'alternance, etc. Vraiment, notre rôle, c'est de vous accompagner à le meilleur possible, d'une façon vraiment très proche si nécessaire à travers des webinaires, des Teams, etc., dont le conseil. C'est vraiment l'information et le conseil. Donc, tout à l'heure, j'ai vu avion de chasse, c'est plutôt les armées. Donc, les trois armées forment des pilotes. Euh, voilà, donc l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et de l'espace. Donc, voilà, si vous voulez poser des questions très, très spécifiques, je vous invite à les contacter. Merci, j'ai Alors, on a vu essayé sur le... de C'est bien, réduire c'est bien. à... On va déborder, mais c'est pas grave, c'est une habitude parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à donner. Anna insiste beaucoup, elle a raison. Allez visiter le site internet de Aérométier. J'ai vu des questions passer sur est-ce qu'il y a des documents, des affiches. Oui, il y a plein de choses que vous pouvez télécharger qui sont très très pratiques, Voilà, j'ai notamment les... répondu. En fait, dans ressources d'orientation, vous retrouverez les posters qu'on vient de vous présenter. Il y a plein de choses et aussi des livrets métiers. J'ai vu une question sur une école sur Nice. Il y a une carte des formations interactives donc sur les métiers du transport aérien. Il y a un livret des formations pour l'industrie aéronautique. Tout ça est téléchargeable gratuitement, bien évidemment. Et sur ce Padlet, donc on vous présente, vous allez aussi retrouver des infos. Donc l'un et l'autre sont tout à fait complémentaires. N'hésitez pas à y aller. J'ai vu aussi une question qui me disait, vous parlez des composites, c'est quoi? En fait, c'est des matériaux qu'on fabrique. C'est du moulage en fait à la forme de la pièce souhaitée. On va mettre différentes couches de tissu, de carbone, de Kevlar, de résine, et on passe ça dans une étuve. Ça ressort aussi solide que du métal, tout en étant léger comme du plastique. Pour faire simple. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Dans tous les cas, on reprendra ces questions et on les mettra dans le descriptif de la vidéo sur YouTube, sur la chaîne de la FFVP. Donc, n'ayez pas peur si on ne répond pas à votre question ce soir. On va bientôt conclure, mais avant de conclure, je voudrais juste qu'on passe sur le fait que, vous l'avez senti, il y a non seulement des compétences, il y a aussi il y a aussi, des études. Alors, c'est parfois un peu moins clair pour le côté transport, et Anna le disait, il n'y a pas forcément qu'un chemin, mais néanmoins, on cherche des choses et les employeurs cherchent des choses qui sont assez précises. Euh, on parle de valeurs humaines, ça contribue à la sûreté aérienne, ça minimise les risques dans le transport aérien. Et il y a surtout une culture générale qu'il faut apporter parce qu'on rentre dans une famille qui est un peu spécifique avec l'aéronautique. Vous avez entendu le travail en équipe, la collaboration, les valeurs de confiance, ça c'est des choses qui sont très très importantes. Les règles et les procédures aussi, ça fait partie de notre vie de pilote, mais de tous les métiers qui sont autour de l'aviation. Euh, et chaque acteur, en fait, a un rôle. Chaque maillon de cette chaîne des acteurs a un rôle. Donc, beaucoup de métiers, mais aussi une culture commune avec des valeurs très communes. Alors oui, je mets aussi en place ces savoir-être et ces savoir-faire, c'est que Anne le disait tout à l'heure, être pilote de planeur, eh ben, c'est du sérieux. Et en fait, ce sérieux et cette culture qu'on se construit en étant pilote dans un planeur, ça peut vous aider
à vous construire, oui, et parfois aussi à décrocher un job parce que c'est une ligne qu'on peut mettre en valeur dans un CV et qui va juste dépasser je fais joujou avec un planeur dans les airs parce que c'est plus que ça. C'est aussi un sport qui est sympa et magique et donc plutôt que de mettre plein de mots, eh ben, on va vous passer un petit clip de 1 ou 2 minutes qui vous montre qu'est-ce qu'on fait là-haut. Alors c'est joli, on peut commencer très tôt, hein, 13 ans à peu près, et ça va au-delà de juste piloter. Vous voyez qu'il y a des gens qui en font leur métier dans la maintenance. On peut voler beaucoup à proximité les uns des autres. C'est très très sympa. On vole par tous les temps. Et qu'il pleut un peu, mais c'est pas grave. Un planeur, ça vole sous la pluie. Des images magnifiques, forcément. Et on peut piloter jusqu'à très tard. C'est très intergénérationnel, pardon. Et c'est aussi un côté intéressant de notre discipline sportive. Alors le pas pour faire, bah, tiens, je suis intéressé à, je veux y aller. On sait que c'est pas forcément facile. C'est une discipline sportive qui coûte en temps et en ressources financières. Donc c'est aussi des choix de vie. Mais néanmoins, on ne peut pas décréter qu'on est passionné par défaut. Il faut d'abord avoir goûté. Et c'est pour ça que je vais laisser la main à Pauline, qui va nous présenter non seulement la fédération assez rapidement, la Fédération française de vol en planeur, avec ses clubs, mais surtout bah, le petit coup de pouce auquel vous avez droit en ayant suivi ce webinaire pour faire une première expérience. Et puis après, bah, si vous voulez aller plus loin, vous verrez avec le club qui vous accueille pour aller plus loin. Mais en tout cas, on essaie de vous ouvrir la porte pour une première expérience. Pauline? Merci. Alors, donc, la Fédération de Volant Planeur regroupe 162 clubs précisément sur tout le territoire français. Donc, ça vous donne la possibilité de voler dans divers endroits, donc que ce soit en plaine, en montagne, en bord de mer. Vous avez vraiment une diversité de lieux pour pouvoir exercer ce sport. C'est un sport qui est très proche de la nature, étant donné que vous n'avez pas de moteur et que vous volez grâce aux éléments, donc le vent, le soleil, les nuages. Vous pouvez faire plusieurs centaines de kilomètres en quelques heures uniquement grâce à la nature. Et il faut savoir que la production de CO2 pour l'ensemble de l'activité au niveau national, ça représente la consommation de 800 personnes sur une année. Donc c'est vraiment minime niveau consommation. Vous pouvez l'exercer donc comme Anne en sport de haut niveau, donc avec les compétitions qui ont lieu dans chaque pays. Vous avez des compétitions autant au niveau national qu'au niveau international. Vous avez aussi la possibilité de pratiquer le e-sport, donc grâce au simulateur. Et voilà, donc c'est assez vaste comme discipline. Vous avez une grande possibilité. Alors, au niveau du BIA, donc c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc, le BIA, c'est un brevet d'initiation aéronautique. Donc, c'est un diplôme qui vous permet d'acquérir une culture. C'est un plus au au niveau de votre parcours scolaire et professionnel. Donc, ça va vraiment vous apporter beaucoup et ça peut faire la différence au niveau des entreprises. Quelqu'un qui dispose d'un BIA, donc c'est quelqu'un qui a déjà un premier pied dans l'aéronautique. Donc, ça sera toujours bénéfique pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ensuite, nous, au niveau de la fédération, on vous accompagne dans ce projet-là. Donc pour vous aider à découvrir le planeur, donc si vous êtes en filiale BIA, vous pouvez vous rapprocher d'un club
Nous, on vous aide à hauteur de 40 euros si vous voulez faire une journée découverte. Et on peut aller jusqu'à 100 euros pour un stage de 3 ou 6 jours. Donc, ça va être une journée. Donc là, on vous a mis un exemple de journée type. Donc, vous avez l'accueil d'un club, la visite de l'installation. Vous pouvez découvrir les différents métiers qui sont présents sur les plateformes. Ensuite, vous avez la mise en piste, le briefing et bien sûr le vol en planeur. Et une fois le VIA en poche, donc si vous avez envie de continuer dans votre formation de pilote de planeur, jusqu'à 25 ans, nous, on vous aide à chaque étape de votre progression. Donc, vous avez différentes bourses et elles sont majorées si vous avez votre BIA. Donc, une licence de pilote de planeur, ça coûte environ 1500 à 2500. Et vous voyez là les montants des aides que vous pouvez avoir. Et il y en a encore qui sont décrochables après, une fois que vous avez atteint les premières étapes de la licence. Donc, ça peut pratiquement vous rembourser le coût de votre licence. Alors, où est-ce qu'on peut trouver un club? Alors, les clubs donc, sont répartis sur tout le territoire, donc vous les trouverez facilement en vous rendant sur le site de la fédération. Vous avez une partie trouver un club, donc il vous suffit de rentrer votre localisation et puis ben, vous aurez accès aux clubs les plus proches de chez vous. Alors, merci Pauline. Il va être temps de, on est déjà en retard bien sûr, comme d'habitude, mais il va être temps de conclure. J'insiste une fois de plus, hein, ça ne se décrète pas une passion, mais néanmoins, si vous voulez, si vous avez une appétence à vous orienter sur une carrière aéronautique, même faire une seule journée dans un club, et notamment un club de volant planeur, c'est intéressant parce que vous allez découvrir, c'est un micro-aéroport, hein, c'est un tout petit aérodrome parfois qui n'est ouvert qu'aux planeurs, mais il y a quand même tout un aspect gestion. Et si vous avez cette curiosité qui fait partie aussi des compétences qui sont cherchées chez les employés de l'aéronautique, et ben, en étant un petit peu curieux, en visitant la plateforme, en posant des questions aux pilotes qui sont là, aux nombreux bénévoles qui font que l'aviation en planeur reste la plus accessible possible. Vous apprendrez une foultitude de choses. Le BIA, c'est une couche qui est très intéressante en termes de scolaire parce que c'est très très large et c'est vraiment de la culture aéronautique au sens large. Vous allez apprendre des choses sur la météo, vous allez apprendre des choses sur la gestion administrative de l'aviation, vous allez apprendre des choses forcément sur l'historique aussi de l'évolution de l'aviation du temps des pionniers jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment très intéressant aussi. Et ça permet de vous ouvrir l'esprit aussi et de découvrir certains métiers que vous n'auriez parfois pas imaginés. Alors, je vais conclure tout simplement. Je voudrais remercier beaucoup tous ceux qui étaient présents ce soir, notamment avec Anne Ducaro. Je merci beaucoup pour avoir passé cette grosse demi-heure où on t'a posé beaucoup de questions. Avec Euh, plaisir. C'était aussi de la préparation en amont. Donc, je te remercie du temps qu'on a passé ensemble pour préparer ce webinaire. Moi, j'aurai le plaisir, parce que j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes, d'accompagner Anne au prochain championnat du monde féminin en République tchèque. Et on y va pour ramener des médailles. Donc, Anne connaît la mission. Et on fera des beaux Absolument. et on mettra la belle méthode. C'est aussi notre façon de gérer la compétition de très haut niveau en plein heure. Donc, à très, très bientôt, Anne. On se revoit dans 2 semaines pour les entraînements. À Euh, bientôt. Merci à Anna et Marie-Laure de Aérométier qui sont vraiment des mines d'informations. N'hésitez pas à aller les embêter. Merci. Elles sont là pour ça. Allez les consulter. Des fois, on ne sait même pas quel métier. J'ai fait partie de ce cas. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc, allez les embêter. Elles existent pour ça. Et ça reste des métiers de passionnés. Donc, elles le sont aussi. Je sais qu'à chaque fois, vous voyez leur sourire. Et elles ont une passion aussi, c'est de vous accompagner dans votre orientation. Donc, n'hésitez pas à les embêter. Merci enfin à l'équipe FFVP avec la régie. Alors, vous ne les voyez pas, ils sont derrière. Il n'y a pas grand monde derrière, ne vous inquiétez pas. Mais ça a été préparé en amont et merci à Pauline d'être restée ce soir pour assurer la partie active de la régie jusqu'au bout. Alors, on vous attend, les jeunes, dans les clubs pour décoller. Voilà, une fois de plus, vous verrez bien si ça vous plaît ensuite, mais profitez de ce petit bon de réduction pour vous payer une super journée, 40 ou 50 euros, une centaine. Vous allez passer vraiment un bon moment. Poussez les portes des clubs, faites savoir souvent, voilà, n'hésitez pas à dire je fais le BIA, dites-le aux gens des clubs qui vous reçoivent, ils vont vous regarder d'un œil différent parce que
Ils vont voir que vous êtes intéressé. Si la météo est pas bonne, c'est pas grave. Il y a plein de choses à faire sur le terrain et puis il y a du simulateur. On peut s'intéresser à beaucoup de choses. Discuter avec les pilotes, aller voir les zones de maintenance des planeurs, aller voir comment c'est fait. La question sur les matériaux composites, elle est intéressante, mais vous allez voir qu'un planeur, c'est fait justement avec du carbone, du Kevlar, de la fibre de verre, de la résine. C'est quelque chose de très, très moderne et très technologique. Si vous êtes plutôt à aimer faire le gamer, ben, il y a aussi ce qu'on appelle le logiciel, un software qui s'appelle Condor, qui permet de faire du planeur et vous apprendrez à piloter. Il y avait une question tout à l'heure sur est-ce que c'est compliqué de piloter un planeur. Je vais vous dire non, 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 parce que quand on a 13 ans, 14 ans, au bout de quelques heures, on sait piloter. On ne saura pas forcément atterrir sans casser quelque chose. C'est pour ça qu'on fait aussi du simulateur. Mais piloter, c'est vraiment pas compliqué, heureusement, hein. Je fais souvent l'analogie avec les oiseaux. Un oiseau, il va pas trop à l'école, hein. Il n'a pas besoin d'apprendre beaucoup de choses. Alors, il a été fait pour ça, hein. Mais il a un tout petit cerveau qui est très adapté. Et donc, il n'y a pas besoin de faire des grandes études pour être pilote. Euh, je tiens à remercier encore une fois Anne, elle est partie, mais merci beaucoup. Je sais que c'était long. Je pense que ça a pu parfois éveiller, je dirais pas du rêve, hein, mais peut-être, parce que quand on l'écoute, ça fait un peu rêver son métier. Et puis on aimerait bien bosser avec elle, c'est un peu ça aussi. Euh, et donc travailler chez Airbus Hélicoptère, ben, ils font de très belles machines qui servent tous les jours, que ce soit du travail aérien, que ce soit la défense, que ce soit de sauver des gens. Donc c'est aussi des super supports très sympathiques, c'est de la production qui servent tous les jours au final. Et donc on peut les remercier pour ça. Donc je lui souhaite une très bonne fin de campagne pour son Airbus H160. Elle nous a dit qu'elle travaillait aussi sur le Tigre, et notamment l'évolution du Tigre, qui est un hélicoptère de l'armée, bah, qui arrive à mi-vie. Ça fait 20 ou 30 ans qu'il existe, et donc ils sont en train de le moderniser très très fort. Et je sais qu'elle a forcément plein de projets en cours dont elle ne peut pas nous parler, et c'est comme ça aussi Oui, l'industrie. oui, oui, je peux pas parler de tout, mais je suis encore là, je suis encore là. Merci Yann beaucoup. En tout cas, bon voilà, merci, je conclus. Bonne soirée Oui. à toutes. Est-ce qu'on Euh, reste là, nous? Oui, on va rester un petit peu, on va couper le webinaire pour nos webinaires qui nous suivent, mais on va rester pour faire un tout petit débrief en équipe. Voilà, c'est aussi la réalité de notre métier, encore une fois. À très bientôt sur Merci. les ondes et je Merci vous retrouve. beaucoup. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir.